Lorsque Diane Marcel rentre chez elle pour déjeuner en compagnie de sa fille Brittany, rien ne la préparait à découvrir une scène d'horreur dans le logement. Pour elle, c'était une journée ordinaire, un moment de complicité à partager avec son enfant et jamais elle n'aurait pu imaginer que sa fille puisse être victime d'une attaque dans l'endroit même où elle était censée être le plus en sécurité, dans le domicile familial. Que s'est-il passé? Qui s'en est pris à Brittany? Cette réponse mettra du temps à arriver. Presque 10 ans pour qu'enfin la vérité éclate et que le responsable se retrouve face à la justice. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 11 septembre 2008, dans la ville d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Diane se gare dans son allée vers 11h45. Elle sort de son véhicule et elle constate que sa fille, Brittany, est également arrivée à temps pour qu'elle puisse manger ensemble. Juste avant, la jeune fille s'était rendue à la bibliothèque afin de louer des films et des livres, et elle est donc déjà rentrée. Diane s'avance vers la porte et l'ouvre, sans se douter de la scène sur laquelle elle va tomber. Brittany est en face, en bas des escaliers, et elle est couverte de sang. Elle respire encore, faiblement et avec difficulté. Sa mère n'a pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, car soudain, elle se rend compte qu'il n'y a pas que sa fille dans cette pièce. Aux côtés de la victime se tient un homme, debout, qui fixe Diane et qui a dans sa main une pelle couverte de sang. Soudain, l'inconnu lâche sa pelle et il se rue dans la cuisine. Et sans réfléchir, par instinct, Diane le suit et elle le voit se saisir d'un énorme couteau de cuisine. Il la fixe toujours et il lui dit d'une voix sinistre qu'elle est la prochaine. Le besoin de survie la submerge et elle se met à courir en hurlant dans la maison jusqu'à atteindre la porte d'entrée et pouvant ainsi sortir dehors. Un voisin se trouvant à l'extérieur entend les hurlements de Diane et il se précipite vers elle pour lui demander ce qui se passe. Mais sous le choc, elle a du mal à lui répondre. Il comprend tout de même, vu son état psychologique, que quelque chose de grave s'est produit dans le domicile. Et il n'hésite pas. Il pénètre rapidement dans le logement, fait face à l'horreur de la situation et il se met à explorer la maison à la recherche de l'agresseur. En faisant le tour, il constate qu'une des fenêtres arrière a été brisée, servant probablement d'échappatoire à l'intrus. Le voisin prévient Diane, qui est au téléphone avec les secours, et tous deux restent aux côtés de Brittany en attendant l'ambulance. What is your name? Diane Marcel. I'm afraid that he might be in there. Oh my gosh. This is a life-death situation. Can they hurry? Is your daughter breathing right now? She's breathing but moaning. She's going to lose consciousness. Please, there's blood everywhere. Une équipe prend en charge la jeune fille et ils comprennent que la situation est extrêmement préoccupante. Et arrivée à l'hôpital, les craintes concernant l'état de Brittany sont confirmées. Elle a reçu de nombreux coups à la tête qui ont mené à une fracture du crâne, à un traumatisme crânien très important. Elle a également de nombreuses lacérations faites au visage et elle a un bras cassé. Son activité cérébrale lorsqu'elle arrive aux urgences est très faible. Et face à la mère de la victime, les docteurs ne sont pas rassurants. La jeune fille a peu de chances de survivre. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle doit subir de nombreuses opérations, dont certaines assez risquées. Alors que le personnel médical tente tout pour la sauver, les policiers de leur côté commencent les premières investigations au domicile des Marcel. Proche de la porte d'entrée, à l'extérieur, il y a les lunettes de soleil de Brittany. Et dans l'entrée, il y a son sac par terre, des DVD et des livres éparpillés au sol et une grosse quantité de sang. De ce fait, en voyant ça, les policiers estiment que l'attaque a dû commencer alors que la jeune fille rentrait dans la maison. L'intrus a dû surgir lorsqu'elle ouvrait la porte et il a dû la pousser à l'intérieur juste avant de l'attaquer. D'autres éléments sont découverts comme un rouleau de ruban adhésif, une pelle et un couteau. Et les enquêteurs constatent à leur tour la fenêtre cassée et tous les bouts de verre, dont un qui montre la présence d'une goutte de sang. Un élément qui peut s'avérer crucial s'il s'agit bien du sang de l'intrus. Mais pour le savoir, il faut attendre le résultat des analyses. En parallèle, une équipe de police est présente à l'hôpital afin de recueillir le témoignage de Diane et des informations sur sa fille. Elle leur explique que Brittany est une jeune fille de 17 ans, normale et sans problème.
Elle est plutôt joyeuse dans son quotidien, avec une personnalité pétillante. Elle n'a pas de problème avec d'autres personnes, au contraire, tout le monde apprécie la jeune fille. Et même dans son travail de vendeuse à temps partiel qu'elle effectue dans un centre commercial, tout le monde dit du positif à son sujet. Puis elle se met à raconter ce qu'il s'est passé le midi, elle refait le cours des événements et elle parvient à faire une description de l'homme qui se tenait à côté de sa fille lorsqu'elle est rentrée dans le logement. Il avait entre 17 ans et le début de la vingtaine et il devait faire plus d'1m70 et semblait être d'origine caucasienne ou hispanique. Il était propre sur lui, avec des cheveux bruns, et elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. Elle n'est donc pas capable de donner son identité. Mais sa description permet à la police de réaliser un portrait robot et de le diffuser. Concernant maintenant les éléments retrouvés sur la scène, ils ont été analysés. Et malheureusement, bien qu'ils aient découvert une empreinte digitale sur le ruban adhésif, elle n'est pas exploitable. Cependant, la chance leur sourit car la petite goutte de sang découverte sur un des morceaux de verre de la fenêtre brisée n'appartient pas à Brittany. Et il semble bien être celui du responsable. Mais il n'y a aucune correspondance dans leur base de données pour le moment. Les éléments de l'enquête sont assez minces. Et même après avoir interrogé tous les proches de la jeune femme, rien de nouveau ne permet d'avancer les choses. Mais un témoignage essentiel pourrait permettre la résolution de cette enquête, celui de la jeune Brittany, si elle parvient à survivre et à déjouer tous les pronostics. Pour le moment, son état est stable. Bien qu'elle ait subi plus d'une dizaine d'opérations et qu'elle soit plongée dans le coma, il faut à présent attendre et espérer qu'elle se réveille. Et elle y parvient. Brittany s'est accrochée à la vie et elle surprend tout le monde en ouvrant les yeux. À son réveil, elle est perdue, elle ne sait pas où elle est et pourquoi. Elle ne se souvient de rien, mais encore plus compliqué, elle ne sait plus parler, manger seule et écrire. Mais elle parvient à trouver un moyen de communiquer avec sa mère en dessinant. Les médecins font le constat que la jeune fille est pour le moment au stade de développement d'un enfant de 3 ans. Elle a perdu 14 ans d'apprentissage et doit tout réapprendre. Ce n'est pas la seule chose qu'elle ait perdue, puisque à cause de l'attaque, elle a perdu la fonction de son œil gauche et aussi de son oreille gauche, car tout ce côté de son visage a été fortement impacté et la violence de l'agression sur son visage a été si poussée qu'il a été nécessaire de lui retirer une petite partie du cerveau lors d'une des opérations. Et malheureusement, tout ça a mené à une paralysie partielle du visage. Durant les années qui suivent, Brittany réapprend les choses basiques et retrouve petit à petit sa mémoire. Malheureusement, la période autour de son agression reste, elle, inconnue. Elle ne peut pas se souvenir de ce qu'il s'est passé la journée de l'attaque, ni des jours qui ont précédé la tragédie. Les policiers ont pour conviction que cette affaire pourrait être résolue grâce à la mémoire de Brittany, qu'elle sera un jour en mesure de tout leur dire. Sauf qu'ils sont aussi conscients que seul le temps peut aider à sa guérison, et que la mémoire peut mettre du temps avant de revenir, tout comme elle peut ne jamais revenir. Mais le temps est aussi un problème pour la justice. Il n'existe pas de délai de prescription pour les meurtres aux États-Unis, mais il y en a pour les tentatives de meurtre. C'est le risque en attendant que la mémoire de Brittany ne revienne et qu'on puisse poursuivre le responsable. Le délai peut être dépassé. Alors, les policiers décident d'utiliser un moyen peu fréquent, mais qui a déjà fait ses preuves pour contourner cette limite. Ils lancent un mandat d'arrêt contre non pas une personne désignée, mais contre l'ADN d'un John Doe, d'une personne inconnue. Grâce à cette action, la procédure d'arrestation est déjà en marche et le délai de prescription ne pourra pas s'appliquer dans cette affaire, même si beaucoup d'années passent avant qu'un coupable ne soit arrêté. L'affaire est à nouveau médiatisée en 2010 lors d'un épisode de l'émission America's Most Wanted. 40 appels surviennent après sa diffusion, mais aucune piste concrète. Et donc l'affaire reste un cold case. Brittany, elle, continue son parcours et son combat. Elle a depuis appris les raisons qui l'ont conduite à l'hôpital et elle espère que son agresseur soit un jour appréhendé. En attendant ce jour, elle continue ses études. Elle termine le lycée, elle entre à l'université et elle parvient à obtenir son diplôme. En 2013, le détective Jodie Gunterman se replonge dans cette affaire et elle est déterminée à la résoudre. Brittany travaille avec elle pour l'aider dans les recherches et toutes deux décident que l'hypnose peut être une solution pour solliciter sa mémoire.
Dans son cas, l'hypnose peut marcher si la perte de mémoire est liée à un blocage fait suite au trauma, s'il s'agit d'une amnésie dissociative. La jeune fille se rend à son rendez-vous et pendant la séance, elle parvient à se rappeler de certaines choses qu'elle indique à voix haute. Elle se souvient d'un homme, ce n'est pas un ami, elle ne sait pas qui c'est. Il est grand, les cheveux en pique, musclé, avec la peau claire, possiblement d'origine hispanique. Il a également un nez large et les yeux marrons. C'est tout ce dont elle se souvient après la séance. Mais c'est suffisant pour pouvoir établir un nouveau portrait robot du suspect. Et selon l'hypnothérapeute, cette séance a pu permettre de débloquer une partie de la mémoire de Brittany et il ne serait pas surpris si au fur et à mesure, elle se souvenait d'encore plus de choses. Et il a raison, car avec le temps, Brittany se souvient de noms de personnes qui lui viennent en mémoire. Et chacun de ces noms sont communiqués au détective qui part alors interroger les personnes et demander leur ADN pour les comparer à celui présent dans leur base. Mais les résultats reviennent toujours négatifs. En 2016, Jodie travaille toujours sur cette affaire et elle tente de trouver un moyen d'avancer, peu importe lequel. Elle examine chaque possibilité. C'est là qu'elle entend parler de Parabon Nanolabs et qu'elle fait alors appel à eux. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos de Cold Case sur ma chaîne, vous devez probablement vous rappeler de cette compagnie et de ce qu'ils font. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, Parabon Nanolabs travaille sur la génétique et est apte à créer des portraits robots à partir d'un ADN. C'est ce qu'on appelle du phénotypage. En gros, à partir d'un ADN donné, la compagnie est en mesure de déterminer les possibles caractéristiques de l'individu. Sa couleur de peau, son origine, sa couleur de cheveux, la couleur de ses yeux, ce genre de choses. Donc le détective se dit que cette solution peut être la bonne ou au moins permet d'avoir un visage plus ressemblant que le portrait robot actuel. Cependant, quelque chose d'autre se produit avant d'avoir le résultat du phénotypage. En octobre 2016, Brittany est présente dans une église. Alors qu'elle est assise, à l'intérieur de l'édifice, des flashs de sa mémoire arrivent d'un coup et tout lui revient. Soudainement, elle revoit la scène qui a précédé son agression. Elle ressent les sensations et les émotions. Elle se revoit rentrer chez elle, elle gare sa voiture, avance tranquillement dans l'allée, elle arrive au niveau de l'entrée, insère ses clés dans la serrure et ouvre la porte. Tout d'un coup, quelqu'un surgit derrière elle et la pousse à l'intérieur et referme la porte derrière lui. Elle se retourne, elle regarde l'homme dans les yeux et elle le reconnaît. Elle lui dit même « Pourquoi, Justin ? Pourquoi ?» Bouleversée par ce souvenir, Brittany comprend qu'elle connaît cet homme et elle contacte Jodie pour la prévenir. L'homme qui l'a attaqué se nomme Justin Hansen. Il était ami avec une de ses sœurs à l'époque et peu de temps avant l'attaque, il venait passer de longs moments à son stand dans le centre commercial pour lui parler. En entendant ça, le détective se plonge dans le dossier à la recherche de Justin et son nom n'est pas dans la liste des suspects mais il apparaît bien à un moment. Son nom était présent dans la liste des contacts du téléphone de Brittany. En enquêtant sur lui, Jodie découvre qu'il est maintenant un père de 4 enfants, qu'il a été arrêté en 2006 pour conduite en état d'ivresse et il y a également un rapport de police concernant une agression sexuelle qu'il aurait commis sur une jeune fille. Mais l'affaire n'est pas allée plus loin, la jeune fille n'ayant pas voulu aller plus loin dans les poursuites. Alors qu'elle finit d'enquêter sur le suspect, Jodie reçoit le résultat du phénotypage et elle découvre le portrait robot fait à partir de l'ADN retrouvé sur les lieux du crime. Et en le comparant à une photo de Justin, elle se dit qu'il s'agit bien de la même personne et qu'il faut aller l'interroger et prendre son ADN. Elle part donc interroger Justin devant son logement et elle ne lui parle pas de l'ADN et de sa possible implication dans l'agression. Elle lui explique qu'elle enquête sur cette affaire et qu'elle doit interroger tous ceux qui connaissaient Brittany. Justin ne panique pas et il répond qu'il ne la connaissait pas plus que ça et qu'il n'a jamais passé des heures à lui parler au centre commercial. Chose qui pourtant a été confirmée par plusieurs témoins présents lorsque c'est arrivé. Lorsque le détective lui demande s'il est déjà allé chez la jeune fille, il dit que non, jamais. Pour finir, elle lui demande s'il accepte de donner son ADN afin qu'il puisse être comparé et être totalement mis hors de cause. Mais le jeune homme est réticent. Il préfère réfléchir avant de se prononcer et il rappellera le détective plus tard pour lui donner une réponse. Chose qu'il ne fera pas.
Lassée d'attendre 20 appels, Jody contacte Justin et réitère sa demande. Mais cette fois-ci, le jeune homme refuse catégoriquement de fournir un échantillon ADN. L'enquête se retrouve dans une impasse. L'ADN est essentiel pour prouver son implication, mais les preuves dans le dossier ne sont pas assez solides pour obtenir un mandat afin de prélever son ADN. Mais une autre solution est trouvée. Le procureur donne l'autorisation à la police de mettre en place une opération de surveillance pour obtenir l'ADN du suspect sans son consentement. Une équipe se met en place et suit les déplacements de Justin. Au cours de la journée, il se rend dans un McDonald's pour manger et boire, et en partant, il jette son gobelet dans la poubelle publique. Après son départ, la police parvient à récupérer l'objet et il est envoyé en analyse. L'ADN de Justin est bien présent dessus et surtout, il s'agit du même ADN que celui retrouvé chez Brittany. En juillet 2017, Justin Hanson est arrêté et poursuivi pour vol aggravé et tentative de meurtre. Son audience s'ouvre 1 an plus tard, en juillet 2018, et lors de celle-ci, Justin décide de plaider sans contester. Il s'agit d'un plaidoyer dont j'ai déjà parlé dans 1 ou 2 vidéos, et cette approche permet de dire que l'accusé ne reconnaît pas sa culpabilité, mais qu'il accepte sa condamnation. Il ne la conteste pas et il doit l'effectuer. Ce plaidoyer est parfois utilisé afin d'éviter la peine de mort ou, comme dans ce cas-là, pour éviter au suspect d'avoir à raconter les événements. En gros, il ne reconnaît pas sa culpabilité, mais il évite un procès devant un jury et il évite de témoigner et il accepte la sentence. De ce fait, on ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé et surtout pourquoi ça s'est produit. L'accusation a tout de même une hypothèse concernant les agissements de Justin. Elle pense qu'il a dû développer une obsession pour Brittany et ne sentant pas de retour de la part de la jeune fille, il ne l'a pas supportée. Il a pu la suivre ou connaître son emploi du temps et il l'a suivie jusqu'à la porte d'entrée où l'attaque a commencé. Durant l'audience, Brittany s'adresse au juge et elle parle de ce qu'elle a vécu et elle demande à ce que Justin obtienne la peine maximale possible avec ce plaidoyer. Et le juge accepte sa requête. Justin est condamné à 18 ans de prison, le maximum avec un plaidoyer de non-contestation. Il est actuellement toujours en train de purger sa peine et ça ne se passe pas forcément très bien pour lui, étant donné qu'à peine arrivé là-bas, il s'est fait tabasser par un autre détenu. Il n'y a pas eu d'informations officielles sur les raisons qui ont mené à cette attaque, mais il a été suggéré que l'autre détenu a su pourquoi elle était en prison et peut-être il a voulu lui faire du mal comme il l'avait fait à la jeune fille. Dans cette affaire, 2 choses essentielles ont permis la résolution du crime. L'ADN et surtout la mémoire de Brittany. Et on peut se demander si sans ce regain de souvenirs, est-ce que Justin serait à présent derrière les barreaux? Si Brittany n'avait pas survécu, aurait-on appris son identité? Justin purge une peine de 18 ans, ce qui peut sembler faible, mais c'est aussi parce qu'il s'agit d'une tentative de meurtre, même si je pense personnellement que sans l'arrivée de Diane, il aurait tué la jeune fille et même la mère, comme il l'a menacée dans la cuisine. Et qu'est-ce que 18 ans quand on se dit que Brittany, elle vivra avec les séquelles de son agression toute sa vie? Bien qu'elle montre une force et une résilience impressionnantes, elle ne pourra jamais redevenir la personne qu'elle fut à 17 ans. Cela l'a changée à jamais. Elle a dû passer par des épreuves terribles, des années de rééducation, de souffrance et également de peur, sans savoir si son agresseur était quelqu'un qu'elle croisait, qu'elle connaissait. Et pourtant, elle parvient à avancer avec le sourire et à montrer que la vie ne s'arrête pas à cette agression, qu'il ne lui a pas tout pris, qu'elle n'est pas seulement victime de cet homme, mais qu'elle est une survivante de cet homme. C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a semblé intéressant, vous pouvez aimer la vidéo et ainsi soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.